critiquée pour son français, attaquée sur son physique et trahie dans son intimité. On pense tous connaître Aya Nakamura, la hitmaker, la diva, la reine de France. Mais dans cette vidéo, on va pas juste lister ses succès ou compter ses disques d'or, c'est trop facile. On va comprendre comment une fille d'Aulnay a plié le game et surtout, comment elle a survécu quand ceux qu'elle aimait ont essayé de la détruire. Car au sommet, la vue est belle, mais on est souvent très seul. Bienvenue dans la réalité d'Aya Nakamura. Ce documentaire a pour but d'analyser le parcours médiatique d'Aya Nakamura. Les informations présentées sont une synthèse d'articles de presse et d'éléments ayant circulé sur les réseaux sociaux. Concernant les polémiques privées et sauces, les faits relatés reposent sur des rumeurs ou des témoignages non vérifiés et sont donc à prendre au conditionnel. Cette vidéo n'a pas pour vocation de diffamer ou de nuire, mais de raconter une histoire à titre informatif. La présomption d'innocence s'applique aux personnes citées. Tout commence loin des projecteurs parisiens. Aya Danyoko naît à Bamako, et ça, c'est crucial. Elle vient d'une lignée de griots. Pour ceux qui savent pas, le griot, c'est la mémoire, c'est la voix et c'est sacré. Pour Aya, la musique, c'est dans le sang. Elle arrive en France bébé, direction le 9-3, Aulnay-sous-Bois. Ce qui est fou, c'est qu'au début, la musique, elle s'en fout un peu. Elle veut être modéliste. Elle aime la sape, mais sa voix est trop présente. On est en 2014. Pas de label, pas de contact, juste un téléphone et Facebook. Elle poste Karma, puis J'ai mal. C'est là que la magie opère. Aya Nakamura, j'ai rencontré un mec trop space, comment vous dire. Aya ne chante pas pour les critiques de Télérama. Elle chante pour les meufs de sa cité. Elle parle de rupture, de jalousie, avec ses mots à elle. Elle crée son propre langage. Et ça va être sa plus grande force et sa plus grande source de problèmes. 2018, l'année du braquage, le titre Dja sort. Dja. Numéro 1 aux Pays-Bas, premier artiste français à faire ça depuis Edith Piaf. Dinguerie. Mais en France, c'est une autre histoire. Pendant que le monde entier valide, l'élite parisienne fait de la résistance. Pardon, mais excusez-moi, la France qui ne chante pas français, parce que cette chanteuse, on aime ou on n'aime pas, mais elle ne chante pas en français. On se moque de ses paroles. C'est là qu'on voit le vrai visage d'Aya. Elle ne s'excuse pas. Jamais. Rappelez-vous des Energy Music Awards. Nikos Aliagas écorche son nom. Pour n'importe quel autre artiste débutant, tu souris et tu dis « merci ». Pas Aya. Elle tweet direct. Bam. Le ton est donné. Elle refuse d'être le petit jouet de l'industrie. Elle exige le respect. C'est ce caractère qui va fasciner ses fans et énerver ses détracteurs. Elle utilise Twitter comme une arme. Elle répond au clash, elle est sans filtre. Elle est réelle. Elle est victime d'un braquage tout le temps, elle se fait défoncer. Pourquoi ? Parce que c'est une femme noire, qu'elle est grosse vendeuse de disques. Nous sommes en 2024. Les Jeux Olympiques de Paris approchent. Et quand le nom d'Aya Nakamura circule pour la cérémonie d'ouverture, la France se divise. Et là, ce n'est plus une histoire de prénoms mal prononcés. Ici, c'est Paris, pas le marché de Bamako. Voilà ce qu'Aya a dû lire, affiché en grand sur les quais de Seine. C'est violent, c'est frontal. Les médias s'enchaînent sur elle. Les racistes se déchaînent sur les réseaux. Jamais, je dis bien jamais, une artiste française n'avait subi une telle campagne de haine. On l'a attaquée sur ses origines. On l'a attaquée sur son français. On a voulu lui interdire de chanter Edith Piaf simplement parce qu'elle ne correspondait pas à leur image de la France. Et pourtant, elle l'a fait. Elle a fermé toutes les bouches devant 1 milliard de téléspectateurs. Mais pendant que la France se déchirait pour savoir si elle était assez française, Aya menait un autre combat, loin des caméras. Une guerre intime, contre celui qui partageait sa vie et qui a failli la briser. On pense souvent que les ennemis viennent de l'extérieur, les haters, les médias, mais parfois, le danger vient de l'intérieur. Même les personnes en qui elle pensait pouvoir avoir confiance finissent par la trahir et veulent la mettre dans la sauce. Vladimir Boudnikov. Mais avant de comprendre comment l'homme qui partageait son lit a pu vouloir sa chute, il faut remonter un peu en arrière. Car l'histoire d'Aya avec les hommes, et surtout avec les hommes célèbres, ça a toujours été, explosif. Pour comprendre la trahison finale, il faut d'abord revenir sur le premier gros clash qui a secoué la toile, l'époque Niska.
Bien joli, hein. Bien joli le maquillage. Hein. MTR. Pour moi. On est en 2020, en plein premier confinement. La France s'ennuie, tout le monde est sur son téléphone H24. Et là, Aya dégoupille, tout part d'un simple snap. Elle lâche une petite phrase visée sur ses ex, qu'elle traite de nains de jardin. Ça aurait pu en rester là. Sauf que Niska, il s'est senti piqué, vraiment piqué. Il répond, elle répond. Ça part en clash sur Twitter. Et soyons honnêtes, aux yeux du public, Aya gagne ce round haut la main. Elle a la répartie, elle a les fans, elle le termine. Mais pourquoi Niska a pris la mouche pour une histoire de nains de jardin? C'est là que ça devient sombre. Alors que tout le monde rigole des tweets. Des dossiers commencent à sortir. L'ex-copine de Niska balance des captures d'écran où elle parle avec Aya. On y voit Aya répondre un simple « c'est pas mon dos » quand elle apprend que l'autre est enceinte. Mais le vrai fin mot de l'histoire, c'est le blogueur Akabeb qui va le sortir. Et ce qu'il raconte, c'est loin d'être une comédie romantique. Selon cette version, leur histoire avait pourtant bien commencé. Coup de foudre. Ils partent même en vacances ensemble, à Marrakech. La belle vie. Sauf qu'il y a un hic. Aya ne savait pas tout. D'après les rumeurs, Niska avait déjà une femme dans sa vie. Une relation sérieuse. Les copines d'Aya étaient au courant, mais personne ne lui a rien dit. De son côté, Aya n'est pas une sainte non plus, dans cette histoire. Elle voyait encore le père de sa première fille. Bref, un cocktail explosif qui ne demandait qu'à péter. Et ça a pété. Toujours selon les révélations du blogueur, tout bascule un soir d'octobre chez Aya. Niska découvre qu'elle voit encore son ex. Le ton monte. La dispute dérape. Et là, l'irréparable se produit. Sous le coup de la colère, Niska l'aurait frappé au visage. Un coup de poing. Après ça, c'est le chaos. Niska s'excuse. Il se rend compte qu'il a été trop loin. Ils essayent de recoller les morceaux. Mais le destin s'en mêle. Aya tombe enceinte. Elle l'annonce à Niska. Mais sa réaction est glaciale. C'est pas le bon moment. C'est là qu'il lui avoue tout. Il est avec quelqu'un depuis des années. Il compte se marier. Aya est le dommage collatéral. La relation s'arrête là. Aya décide de pas garder l'enfant. Ils se quittent, soi-disant en bons termes. Mais peut-on vraiment rester potes après tout ça? Le truc, c'est que Aya, elle l'avait vraiment dans la peau. Malgré les coups, malgré les mensonges, elle continuait à lui parler. Elle a même tenté un dernier move. Elle lui a proposé de jouer dans le clip de leur feat, Sucette. Une manière de le récupérer, de le garder près d'elle. Niska refuse catégoriquement. Il est passé à autre chose. Il veut se marier. Il veut ranger cette histoire. Et c'est cette frustration-là, le fait de voir l'homme qu'elle a aimé et qui l'a blessée refaire sa vie sans elle, qui a tout déclenché pendant le confinement. Alors attention, tout ce qu'on vient de dire sur Marrakech, sur la chronologie exacte de la grossesse, ce sont les versions qui ont circulé via les blogueurs. On ne tenait pas la chandelle, donc on garde des pincettes sur les détails de l'histoire. Mais il y a une chose qui n'est pas une rumeur. Une chose sur laquelle on ne peut pas débattre. C'est la violence. Car Aya elle-même l'a confirmé. Vous, en mars 2019, vous avez publié sur vos réseaux sociaux une photo de vous, tuméfiée. Vous aviez subi des violences. Pourquoi vous l'avez publié? Déjà, je l'ai publié, mais sans forcément attendre quoi que ce soit. Et quand j'ai vu tout ce qui se passait, les médias qui avaient tout repris, etc., je me suis dit, waouh, ah non, je veux plus, en fait. J'avais quand même un peu honte. Je me suis dit, ça pourrait... Je pensais pas que ça pourrait m'arriver à moi, et ouais, je pense que j'ai publié juste parce que j'avais envie de la poster, pour dire, regardez, moi aussi ça m'est arrivé, en fait. C'était votre copain de l'époque qui vous avait ouais. tabassé, on dit? C'est quoi le mot? Frappé? Ouais, on va dire tabassé. Hein. Tabassé? Ouais. Donc, qu'on croit ou pas aux détails des blogueurs, la réalité est là. Aya Nakamura a subi des violences conjugales et elle a eu le courage de montrer ses blessures au monde entier. Mais si l'histoire avec Niska était toxique, celle qui va suivre avec Vladimir va l'emmener directement devant les tribunaux. Aya rencontre Vladimir Boudnikov. Ils deviennent un power couple. Ils ont une fille ensemble. Tout semble parfait. C'est son pilier, son homme de confiance. Mais à l'été 2022, le masque tombe. La presse sort l'info. Aya Nakamura et son compagnon sont en garde à vue. Le motif ? Violence réciproque sur conjoint. L'histoire est glauque. Ça se passe à leur domicile. Il y a des cris, des objets cassés, la police qui débarque. On apprendra plus tard qu'il y a des histoires de jalousie, de mariage non invité, de tensions extrêmes. Mais le pire pour Aya, c'est la trahison médiatique. Le père de sa fille, celui qui devait la protéger, se retrouve face à elle au tribunal. Des photos de son visage tuméfié, à lui, circulent. Certains médias se régalent. On a essayé de la faire passer pour la folle,
l'hystérique. On a voulu la mettre dans la sauce, la décrédibiliser en tant que mère et femme. Le jugement tombe, amende pour les deux, violence réciproque. C'est un coup dur. Le couple se sépare. Aya reprend sa route, focus sur sa carrière. On se dit que c'est de l'histoire ancienne. Sauf que la rancœur, ça ne s'efface pas avec une décision de justice. En août 2025, le passé refait surface violemment. Des dossiers sortent, des menaces fusent. Et là, Vladimir va utiliser une arme lâche, le slut-shaming. Il menace de dévoiler des choses. Il l'attaque sur sa vie de femme, essayant de l'humilier publiquement devant ses millions de fans. C'est la définition même de la sauce. Mais l'arroseur s'est fait arroser. Alors que Vladimir tente de faire du bruit, le blogueur Akababe lâche une bombe nucléaire, des captures d'écran de leur conversation WhatsApp. Et là, c'est le malaise. On y voit Vladimir qui enchaîne les messages, qui s'énerve, qui argumente tout seul. Aya ne répond pas, elle ne calcule pas. C'est terrible à dire, mais on dirait le fou du bus qui parle dans le vide. Le monologue est total, mais le détail qui tue, le truc qui prouve qu'il n'y a plus aucun retour en arrière possible, c'est le nom du contact. Juste Papa Ava. Avec ce simple nom de contact, elle a montré à toute la France qu'elle avait déjà quitté le bâtiment. Sur le moment, Internet a rigolé. C'est la Queen qui remet son ex à sa place. C'est du génie. Mais ne vous y trompez pas. Derrière ce silence et ce nom de contact glacial, il n'y a pas de victoire. Il n'y a que de la déception. Car au fond, c'est le pire scénario possible. Quand la personne en qui tu avais le plus confiance utilise ton intimité pour te nuire. Pour Aya, l'humiliation est double. Elle doit gérer sa carrière mondiale, préparer son retour musical, tout en subissant les coups bas de celui qui partageait sa vie. Comment tu te relèves de ça, quand ton intimité est violée par la justice et les médias? Aya a fait du Aya. Elle n'a pas fait de longs posts d'excuses larmoyants, elle a payé ce qu'elle devait à la justice. Elle a tourné la page Vladimir et elle est retournée en studio. Elle a sorti l'album Destiné. Elle a transformé la douleur en musique. Même trahie par ceux en qui elle avait confiance, elle reste le capitaine de son navire. Alors que certains prédisaient sa chute à cause des scandales, Aya annonce le Stade de France, 80 000 places. Résultat, complet en 15 minutes. C'est historique. C'est ça la réalité d'Aya. Pendant que les haters tweetent, les vrais gens achètent des places. Pendant que son ex parle tout seul sur WhatsApp, elle parle à 80 000 personnes qui chantent ses sons par cœur. C'est la victoire d'une fille partie de rien, qui a transformé la boue en or. On retiendra d'elle ses chansons, c'est sûr. Mais on retiendra surtout sa capacité à rester debout. Aya Nakamura, c'est la preuve qu'on peut être attaqué, trahi, jugé et finir reine de France. Alors, qu'on l'aime ou pas, il n'y a qu'une chose à dire. Respect et longue carrière à la reine-mère. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que les médias ont été trop durs avec elle pendant l'affaire Vladimir? Et tu seras au Stade de France ou pas? J'attends vos avis. N'oublie pas de liker et t'abonner pour la prochaine vidéo.